Bonjour. On va parler dans ce cours de deux points très importants. Premièrement, du Eruv Tafshilin et deuxièmement, de quelques détails concernant Chol HaMoed. Cette année, Pessah tombe le vendredi soir, les premières fêtes tombent vendredi soir. En Israël, donc le Seder, c'est Shabbat soir. Et en dehors d'Israël, il y aura un second Seder le samedi soir. Les secondes fêtes, alors, en Israël, ça va tomber donc le jeudi soir, vendredi. Et en dehors d'Israël, il y aura donc le Shabbat qui suit, qui est Shabbat, et donc Yom Tov également. Le Eruv Tafshilin, donc c'est une mitzvah des Chachamim, qui a été instaurée par les Chachamim, d'après certains par Shlomo HaMelech. Et c'est indispensable d'accomplir cette mitzvah pour pouvoir faire certains travaux du Yom Tov, de la fête, au Shabbat. Alors, comme on vient de le mentionner, les deuxièmes fêtes, cette année, vont être suivies, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, vont être suivies d'un Shabbat. La question qui se pose, est-il permis de cuire et de faire certains travaux durant Yom Tov, dans l'intention que ce soit pour le Shabbat qui suit. Le Eruv Tafshilin permet donc la cuisson et toutes sortes de travaux du Yom Tov au Shabbat. Et on va expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette mitzvah de Eruv Tafshilin. D'ailleurs, il y a une bracha qui doit être récitée au moment où on accomplit cette mitzvah. Alors voici le quoi et le comment du Eruv Tafshilin. Lorsqu'un jour de fête est suivi d'un Shabbat, c'est marqué dans la Torah, tout d'abord, que pendant le Yom Tov, pendant la fête, il est permis de cuire. Mlechet ochel nefesh, tous travaux nécessaires, on va dire la plupart des travaux nécessaires pour la préparation de ce que l'on doit manger pendant la fête, sont permis pendant la fête. Ach et asher ya'ase lechol nefesh, hu levado ya'ase lachem. On apprend du pasuk que il est permis de cuire, d'allumer le feu, à partir d'un feu existant, lorsque c'est dans l'intention de préparer à manger pour la fête. Maintenant, lorsque Shabbat succède au Yom Tov, d'après la Torah, il est également permis, et je dis bien d'après la Torah uniquement, parce que les Chachamim ont interdit, d'après la Torah, il est permis de cuire du Yom Tov au Shabbat. Donc, comme cette année, lorsqu'un Yom Tov précède le Shabbat, il est permis donc de cuire de la semaine pour le Yom Tov et du Yom Tov pour le Shabbat. Et bien entendu, de la semaine pour le Shabbat également. Mais lorsque il y a plusieurs jours qui séparent le Shabbat de la semaine, alors en général, on préfère cuire et préparer les plats du Shabbat juste la veille. Donc, il serait permis, pendant Yom Tov, de cuire et faire d'autres travaux pour préparer à manger, de cuire pendant Yom Tov pour le Shabbat. Mais les Chachamim ont interdit. Il est interdit de cuire et de préparer à manger pendant Yom Tov pour le Shabbat. Je répète, d'après la Torah, c'est permis. Il est permis de cuire depuis le Yom Tov, pendant Yom Tov pour le Shabbat, mais les Chachamim ont interdit. Et il y a à cela deux raisons essentielles. La première raison est la suivante. Si, d'après la Torah, c'est permis de cuire pendant Yom Tov pour le Shabbat, pourquoi les Chachamim ont interdit? Première raison,
Les Chachamim se sont dit, ou plus exactement se sont aperçus, que lorsqu'il y a plusieurs jours chômés l'un après l'autre, Yom Tov et ensuite Shabbat, et à plus forte raison en dehors d'Israël, où parfois il y a 2 jours de Yom Tov avec un Shabbat qui suit, ce qui fait donc 3 jours chômés, les Chachamim ont remarqué ou ont craint que pendant la semaine, pendant les jours de semaine qui précèdent le Yom Tov, on s'investisse. Ils ont remarqué que on risquait de s'investir uniquement ou essentiellement sur et pour le Yom Tov. Les achats pour le Yom Tov, la cuisine pour le Yom Tov, la préparation du Yom Tov. Le Shabbat qui va suivre risquait fortement d'être délaissé. D'autant plus que le Yom Tov est célébré quelques fois par an, donc ça marque plus. Le Shabbat, c'est toutes les semaines. Donc les Chachamim, en 2 mots, ont craint que lorsqu'il y a un Yom Tov qui précède le Shabbat, ils ont craint que on oublie le Shabbat et on s'investisse essentiellement dans le Yom Tov. Donc, en l'honneur du Shabbat, on nous a imposé et on nous a dit, sache que pendant Yom Tov, tu n'auras pas le droit de cuire pour Shabbat, même si d'après la Torah c'est permis. Mais nous, les Chachamim, nous avons le droit d'interdire et nous interdisons toute cuisson, entre guillemets, du Yom Tov pour le Shabbat. Quelle est donc la solution maintenant? Comment allons-nous manger pendant Shabbat? En préparant à manger pour le Shabbat avant Yom Tov. D'où le Eruv Tafshilin. C'est-à-dire que maintenant, nous avons l'obligation de préparer un plat pour le Shabbat avant l'arrivée de la fête, c'est-à-dire au moment où nous préparons les plats du Yom Tov, à ce même moment-là, dans la veille, donc dans l'après-midi précédant la fête, nous avons l'obligation également de préparer un plat pour le Shabbat. C'est ce qui s'appelle le Eruv Tafshilin. Alors bien entendu, on n'a pas l'obligation de préparer tout ce qui est nécessaire au Shabbat. Il y a plusieurs explications comment comprendre le processus de la permission ici du Eruv Tafshilin. En préparant une partie du repas du Shabbat, alors les Chachamim se sont dit, puisqu'il y a une préparation partielle, automatiquement on va penser à tout ce qui est nécessaire. Donc on va faire ses achats, on va préparer, on va commencer à avoir, donc à faire les achats comme on vient de le dire, et à posséder toutes les matières premières, tous les légumes, les fruits, la viande, etc., etc. Et pendant Yom Tov, il sera permis de cuire. Donc en fait, pour le Shabbat, donc en fait, en ayant fait le Eruv Tafshilin avant Yom Tov, ça va nous permettre de nous souvenir qu'il y a le Shabbat ensuite. Et le Eruv Tafshilin lui-même est déjà une préparation du Shabbat. Alors, est-ce qu'il faut tout préparer ou pas? D'après la halacha, il n'est pas nécessaire de tout préparer. Uniquement le Eruv Tafshilin nous remémorise, nous rappelle qu'il y a, attention, il y a un Shabbat. Et grâce à cela, on fera tous les achats nécessaires pour le Shabbat. Et il ne nous manquera plus pendant Yom Tov que de cuire ce que nous possédons. Sans le Eruv Tafshilin, on aurait risqué d'oublier complètement le Shabbat et non seulement d'acheter ce qui est nécessaire, et essentiellement d'acheter ce qui est nécessaire, et donc arrivé à Yom Tov, on mangera pendant Yom Tov et il ne restera plus rien pour le Shabbat. Donc d'après cette première raison, cette première explication de Eruv Tafshilin, ça a été instauré en l'honneur du Shabbat, pour ne pas oublier les repas du Shabbat. Donc, on prépare un plat avant Yom Tov, on fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu,
al mitzvat eruv. Alors, le eruv, c'est quoi? Donc on le prend en main et on fait la bracha. Généralement, on a l'habitude de prendre un pain, une challah, et un plat cuit, ou bien un œuf, ou bien un bout de poisson, ou bien un bout de viande, ou bien des légumes, ou bien des légumes et un bout de viande et un bout de poisson. Mais ce qui est nécessaire, c'est au moins 2 choses cuites. On le prend en main, on met ça dans une assiette, dans un plat, on le prend en main et on fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al mitzvat eruv. Et ensuite, on dit une phrase que l'on doit comprendre, Behaden eruva yehe share lana, comme cela figure dans les marzorim. Généralement, ça figure au début des marzorim. Cette phrase signifie que grâce à ce eruv, à ce plat que l'on a réservé depuis la veille de la fête, il nous sera permis de cuire et de faire ce qui est nécessaire, des travaux nécessaires pour la préparation des repas du Shabbat. En effet, grâce à eruv, on a le droit de cuire pendant Yom Tov pour le Shabbat. Il y a une deuxième explication. Et l'explication est la suivante. Un peu plus complexe, mais très importante. Comme on a dit précédemment, pendant Yom Tov, il est permis de cuire ce qui est nécessaire et de faire certains travaux nécessaires pour les repas du Yom Tov lui-même. Mais il faut savoir que, comme on l'a également mentionné, il est permis pendant Yom Tov, d'après la Torah, de cuire pour le Shabbat qui suit, d'après la Torah. Mais les Chachamim m'ont interdit. Pourquoi? Deuxième raison, parce que les Chachamim ont craint et ont pressenti qu'il y allait avoir une très grave erreur qui allait être commise par plusieurs personnes. Les Chachamim se sont dit, si on permet et on laisse la permission qui, selon la Torah, c'est permis de cuire donc depuis le Yom Tov pour le Shabbat, si on laisse cette permission en liberté, en vigueur, les gens vont être induits en erreur et vont se dire, de la même manière qu'il est permis de cuire du Yom Tov au Shabbat, il est permis de cuire du Yom Tov au Yom Tov, ça aussi c'est également permis d'après la Torah, mais il est également permis de cuire d'un Yom Tov pour le lendemain, si le lendemain est un jour de semaine normal. Or, ça, c'est strictement interdit d'après la Torah. Donc, pour ne pas faire cette erreur, les Chachamim ont strictement interdit de cuire d'un Yom Tov à l'autre, ou bien d'un Yom Tov au Shabbat, pour ne pas que l'on vienne, chas v'shalom, cuire d'un Yom Tov pour la semaine. Ça, c'est ce qui a donc poussé les Chachamim à interdire la cuisson du Yom Tov pour le Shabbat. Maintenant, si on voudrait tout de même cuire ou faire certains autres travaux, allumer la lumière par exemple, ou encore certains autres travaux qui sont mentionnés dans le Halakha, on voudrait faire certains de ces travaux du Yom Tov pour le Shabbat, on fait le Eruv Tafshilin. Et comment ça fonctionne? Si les Chachamim ont interdit de cuire du Yom Tov au Shabbat, comment le Eruv Tafshilin permet? La raison est simple. Voilà comment ça fonctionne. La veille de la fête, on fait le Eruv Tafshilin. Ce Eruv Tafshilin est en fait, et c'est à ça que l'on doit penser, d'après cette raison, est en fait une préparation, un début de préparation des repas du Shabbat. Donc on a commencé. Donc le Eruv Tafshilin est une partie déjà commencée des repas du Shabbat. Mais on ne va pas les terminer, les repas du Shabbat. On va les terminer pendant Yom Tov. Et pendant Yom Tov, il nous sera permis, grâce à ce début de préparation de la veille de fête, il nous sera permis de cuire du Yom Tov au Shabbat.
comment l'erreur est évitée que nous avons mentionnée au début? C'est simple. Les gens vont se dire comme ça. Les plats du Shabbat, on peut les cuire pendant le Yom Tov, à condition qu'on les ait commencés avant le début de la fête. Donc en fait, pendant le Yom Tov, si nous cuisons pour le Shabbat, en fait, nous ne faisons que terminer la préparation des plats du Shabbat. Nous avons commencé avant, et pendant Yom Tov, nous terminons la préparation des plats. Voilà à quoi il faut penser lorsqu'on fait le Eruv Tafshilin. Et l'erreur est évitée. Parce qu'imaginons un Yom Tov classique, suivi d'un jour de semaine. Alors là, les gens vont se dire, c'est interdit de cuire du Yom Tov au jour de semaine. Pourquoi les gens vont faire ce calcul? Ils vont se dire la chose suivante. L'année dernière, ou il y a quelques mois, nous avons eu la permission. Et nous avons bénéficié de la permission de cuire du Yom Tov au Shabbat parce que c'était simplement une continuation de ce qui a précédé la veille du Yom Tov. Le Eruv Tafshilin, on a commencé le plat du Shabbat la veille du Yom Tov et pendant Yom Tov, on termine. Mais un jour classique de Yom Tov suit 2 semaines. C'est interdit, on n'aura pas le droit de commencer. Nous n'avons pas commencé avant la fête, le repas de la semaine. Il n'y a pas eu de Eruv avant. Il n'y a pas eu de Eruv avant le Yom Tov. Donc les gens, pendant Yom Tov, ne cuiront jamais pour le lendemain qui est un jour de semaine. Donc en fait, le Eruv Tafshilin a été instauré pour sauver l'honneur du Yom Tov. Selon la première raison, c'était pour sauver l'honneur du Shabbat. D'après cette seconde raison, c'est pour sauver l'honneur du Yom Tov. Donc encore une fois, en résumé, d'après la Torah, on a le droit de cuire du Yom Tov au Shabbat. Les Chachamim ont interdit de cuire du Yom Tov au lendemain qui est un Shabbat parce que sinon, on aurait permis du Yom Tov un jour de Chol. Les gens se diraient, quelle différence? Je cuis du Yom Tov pour le lendemain qui est Shabbat ou je cuis du Yom Tov pour le lendemain qui est un jour de Chol. Pour éviter cette erreur, on a interdit de cuire du Yom Tov au Shabbat. Maintenant, pour permettre la cuisson du Yom Tov au Shabbat, on fait le Eruv Tafshilin avant la fête. Ce Eruv Tafshilin est en fait un commencement des repas du Shabbat. Et pendant Yom Tov, il sera permis de continuer la préparation des plats du Shabbat. Et l'erreur que l'on a mentionnée au début est évitée. Pourquoi? Parce que les gens se diront comme ça. Si pendant Yom Tov c'est permis de cuire pour le Shabbat, c'est parce que j'ai commencé avant et je termine pendant Yom Tov. Par contre, un jour de Yom Tov classique, suivi d'un jour de semaine normal, les gens vont se dire, ah, mais là, je n'ai pas le droit de cuire de Yom Tov pour Shabbat. Je n'ai pas commencé avant Yom Tov, le repas de la semaine. Il n'y a pas eu de Eruv Tafshilin. Le Eruv Tafshilin n'a pas été instauré avant un Yom Tov suivi d'un jour de Chol. Donc les gens se diront, il est interdit de cuire du Yom Tov au Shabbat. Ah, j'ai cuit d'un jour du Yom Tov, au jour de Chol. Ah, j'ai cuit il y a quelques mois ou l'année passée ou il y a 2 ans d'un Yom Tov au Shabbat. Mais oui, j'ai cuit parce que j'ai simplement terminé la préparation. Mais lorsque le lendemain est un jour de Chol, je commence, c'est donc interdit. Et là aussi, d'après cette raison, c'est toujours la même chose, la procédure à suivre est la même. On prend en main une assiette, un plat, dans lequel on met un pain et un bout de poisson. On fait la bracha al mitzvat eruv, asher kideshanu be mitzvotav evet sivanu al mitzvat eruv. On dit la phrase qui est mentionnée dans les Machzorim. Le sens de cette phrase, il faut le connaître. C'est-à-dire qu'on dit dans cette phrase, grâce à ce plat, les travaux nécessaires aux besoins du Shabbat seront permis pendant Yom Tov. Alors bien entendu, il y a des halachot de Yom Tov. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais d'une manière générale, voici ce que le Eruv permet. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce plat, de ces 2 plats, de ces 2 plats cuisinés? On les garde bien. Donc là, maintenant, on est
la veille de fête, on les met de côté et on les mange le jour du Shabbat. Il y a une mitzvah de les manger pendant Shabbat. Généralement, le minhag le plus répandu, c'est de les manger durant le second repas du Shabbat à midi. Certains gardent pour Seuda Shlishit. Certains font le lechem mishné, utilisent l'une des deux chalot du Eruv Tafshilin pour faire motzi pendant Shabbat, pour faire encore une mitzvah avec le pain qui a déjà servi pour faire la mitzvah de Eruv Tafshilin et qui va servir pour faire lechem mishné durant les 3 repas du Shabbat. Et pendant ce Seuda Shlishit, on le partagera à tous les membres de la famille. Certains n'attendent pas Seuda Shlishit, mangent ça durant le second repas de Shabbat à midi, mais en tous les cas, il faut le manger durant Shabbat, c'est une mitzvah. Voilà, ça c'est l'essentiel à retenir en ce qui concerne, la mitzvah du Eruv Tafshilin. Si on a oublié de faire le Eruv Tafshilin, est-ce qu'il est permis de cuire et de faire les travaux nécessaires pour les besoins du Shabbat? Alors, dans le cadre de ce cours, il est un peu difficile de répondre à cette question. Si cela arrive, on pose la question à son entourage, au Rav de son Beth Knesset. Dans certains cas, il sera permis de faire tout ce qui est nécessaire pour le Shabbat. On ne peut pas, dans le cadre de ce cours, donner tous les détails concernant cette omission, mais si cela arrive, pour tous ceux qui écoutent ce cours-là, qu'ils sachent que si on s'aperçoit, le soir de la fête, on s'aperçoit qu'on a oublié de faire le Eruv Tafshilin, alors qu'on demande autour de soi, et d'une manière générale, dans la majeure partie des cas, il sera permis. Il faudra comprendre le pourquoi de la chose, bien entendu. Ce n'est pas une permission dont on peut profiter à chaque fois qu'on oublie, mais il faut savoir que lorsque l'on oublie, tout n'est pas donc bloqué. Il sera permis dans la plupart des cas de cuire du Yom Tov au Shabbat, mais il faut demander la question auparavant. Voilà, ça c'est en ce qui concerne le Eruv Tafshilin. On va parler maintenant des halachot de Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est ce qu'on appelle en français les mi-fêtes. Ce sont les jours qu'il y a entre le premier jour de fête de Pessah et le dernier jour de fête de Pessah. Entre le premier jour de Sukkot et le dernier jour de Sukkot. Dans la Torah, c'est marqué Bayom Arishon Mikra Kodesh ou Bayom Hashevi'i Mikra Kodesh. Le premier jour sera saint, le dernier jour, le 7e jour sera saint. On apprend de là dans le Talmud Yerushalmi, dans la Gemara également, on apprend que les jours qui se trouvent entre ces 2 jours saints, entre ces deux jours de Yom Tov, ces 2 jours de fête, où la plupart des travaux sont interdits, excepté ceux qui sont nécessaires pour la consommation des repas, que tous les autres travaux sont interdits pendant Yom Tov, mais pendant Chol HaMoed, il faut savoir, et c'est une erreur très grave que beaucoup de personnes font, de penser que les jours de Chol HaMoed sont des jours complètement profanes et qu'il est strictement permis, qu'il est absolument permis de faire tout ce que bon nous semble. Or, c'est faux. F-A-U-X. C'est faux. C'est complètement faux. C'est rapporté dans la Gemara. Kol ha-mevazeh et ha-moradot en lo chelek le'olam haba. Tout celui qui profane les fêtes, entre autres Chol HaMoed, ne mérite pas sa part dans le monde futur. Très 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 grave ce que nous disent les Chachamim sur le respect de Chol HaMoed. Alors on ne parle pas de Shabbat, on ne parle pas de Yom Tov, on parle de Chol HaMoed, de ces jours qui se trouvent entre le premier jour de fête de Pessah et de Sukkot et le dernier jour. Il faut savoir les choses suivantes. Alors, il est impossible en quelques minutes de résumer et de détailler tout ce qui est nécessaire de savoir pour Chol HaMoed, mais on va voir l'essentiel.
Pendant Chol HaMoed, il faut savoir qu'il y a un chiyuv de simcha. Il y a une obligation de se réjouir. D'après certains, il est obligatoire, pendant Chol HaMoed, de prendre 2 repas chaque jour, avec du pain et de la viande. Certains disent que ce n'est pas une obligation, d'autres disent que oui. Mais en tous les cas, même ceux qui disent qu'il n'y a pas d'obligation, celui qui fait un repas de pain avec de la viande pendant Chol HaMoed, il accomplit une mitzvah de la Torah. Premièrement. Deuxièmement, il y a une obligation pendant Chol HaMoed d'avoir de beaux habits. Il est strictement interdit pendant Chol HaMoed d'être habillé pareillement au jour de la semaine. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch et dans les Rishonim, Mechabdo beksut nekiya, avoir des habits propres. Bien entendu, des habits propres et honorables, et bien entendu, des habits réservés à la fête. Ça, c'est une chose. Et bien entendu, celui qui, pendant Chol HaMoed, mettrait des habits non honorables, eh bien, il transgresserait d'une certaine manière ce que la Torah nous demande de respecter les jours de Chol HaMoed. Alors, je le répète encore une fois, il faut savoir que Chol HaMoed, c'est une période, c'est une série de jours, donc c'est 5 jours entre Pessah et entre le premier jour et le dernier jour de Pessah, entre le premier jour de Sukkot et le dernier jour de Sukkot, c'est 5 jours qui, dans le Shulchan Aruch, sont vraiment soumis à des centaines et des centaines de halachot. Donc encore une fois, il y a une obligation de se réjouir pendant Chol HaMoed, manger des repas de pain, si possible. D'après certains, c'est une obligation. Selon d'autres, ce n'est pas une obligation, mais si on le fait, on fait une mitzvah, donc autant en profiter. Deuxièmement, avoir de beaux habits dignes de la fête, ne pas mettre les habits de Chol. Alors, si on se trouve avec les goïms et on se trouve dans un milieu où le fait de mettre des habits trop, on va dire, trop beaux ou assez beaux ou des habits de fête, ça va risquer d'attirer l'attention, alors c'est évident qu'il sera permis de s'habiller tout à fait normalement. Mais dans toutes les autres situations, il faut savoir qu'il y a une obligation d'avoir de beaux habits pendant Chol HaMoed. Et comme on l'a dit, Kol hamevazeh et hamoadot eno chelek leolam haba. Tout celui qui méprise, qui n'honore pas le Chol HaMoed, c'est aussi grave que faire d'autres péchés très 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 graves. Pendant Chol HaMoed, la preuve que Chol HaMoed est une période très très importante et avec une certaine kedusha, c'est que dans la plupart des communautés, on ne met pas les tefilines pendant Chol HaMoed. Il y a une certaine kedusha. C'est la fête. Alors dans certaines communautés ashkénazes, Chol HaMoed, on met les tefilines, mais dans la plupart des communautés, dans le monde entier, on ne met pas les tefilines durant Chol HaMoed. À une certaine époque, chez certains Sfaradim, on mettait les tefilines, mais aujourd'hui, de nos jours, dans la plupart des communautés, on ne met pas les tefilines durant Chol HaMoed. Donc ça prouve bien que ce sont des jours où il y a une kedusha semblable, je dis bien semblable, à celle du Shabbat, à celle de la fête, qui sont des jours où on ne met pas les tefilines. Un autre détail très très important. Est-ce qu'il est permis de faire des travaux pendant Chol HaMoed? Alors, on sait très bien qu'il n'est pas interdit de tout faire pendant Chol HaMoed. C'est une réalité. On voit autour de nous des gens qui prennent la voiture, des gens qui allument la lumière, on fait la cuisson de tous nos plats. Tout est plus ou moins permis. Mais il faut savoir la chose suivante. Il y a une marloquette sur la nature des travaux permis pendant Chol HaMoed.
La marloquette est la suivante. C'est que certains poskim pensent, certains décisionnaires pensent, que pendant Chol HaMoed, il y a des choses permises et des travaux interdits. Des travaux permis et des travaux interdits. Les travaux interdits sont interdits d'après la Torah. Donc, on se doit d'étudier sérieusement les halachot de Chol HaMoed parce qu'il y a des travaux interdits d'après la Torah. De la même manière que pendant Shabbat, il y a des travaux interdits, pendant Chol HaMoed, il y a des travaux interdits. Oui, il y a des travaux interdits. Et c'est une interdiction de la Torah. D'autres poskim pensent que les travaux interdits pendant Chol HaMoed ne sont pas interdits d'après la Torah. Ils sont uniquement interdits par les Chachamim. Mais pour nous, ça ne change pas que l'interdiction soit mentionnée noir sur blanc dans la Torah. Ou bien que ce soit la Torah qui ait donné la permission aux Chachamim de nous interdire certains travaux pendant Chol HaMoed, ça ne change en rien, c'est interdit. Il y a une différence dans certains cas, suivant que le travail est interdit d'après la Torah ou les Chachamim. Bon, dans certains cas, on a besoin de connaître cette différence, mais il faut savoir que cette discussion existe. D'après certains, il y a certains travaux interdits d'après la Torah pendant Chol HaMoed, selon d'autres, c'est uniquement d'après les Chachamim. Il y a une troisième opinion qui est en fait un mélange des deux. La Torah a interdit les travaux pendant Chol HaMoed. Et elle a donné aux Chachamim le pouvoir de dire et de décider qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Donc encore une fois, je répète, cette troisième opinion, d'après cette troisième opinion, la Torah a donné aux Chachamim et a dit aux Chachamim, voilà, vous allez vous décider ce qui est interdit et vous décidez ce qui est permis. C'est pour cela qu'il y a énormément de détails dans la halachot de Chol HaMoed qu'il faut étudier pour connaître l'interdit et le permis. Alors, j'espère au moins que grâce à ce cours, les gens vont connaître et apprendre cette interdiction. Que Chol HaMoed, ça n'est pas un jour de Chol. C'est Chol HaMoed. C'est le jour de Chol qui est encore attaché au Moed, à la fête. Et il y a énormément, et je vous dis, plusieurs centaines de détails à connaître, à apprendre, ce qui est permis et ce qui est interdit pendant Chol HaMoed. Donc, on fait une synthèse de ces trois opinions. Le point commun qu'il y a dans ces trois opinions, c'est que pendant Chol HaMoed, il y a des travaux permis et il y a des travaux interdits. Alors, on va essayer de voir quelques exemples. Tout ce qui est nécessaire à la consommation des repas est permis. Tous les travaux nécessaires à la préparation des repas, tous ces travaux-là sont permis. C'est ce qu'on appelle Melechet Ochel Nefesh. Alors même si pendant Yom Tov, c'est également permis, mais pendant Yom Tov, il faut savoir qu'il y a certains travaux qui sont interdits, même si c'est pour manger. Pendant Chol HaMoed, la plupart de ces travaux sont permis. D'accord? Non seulement les travaux à proprement dit pour la préparation du repas sont permis, mais même les marchiré ochel nefesh sont permis. Alors là également, il y a énormément de détails. Qu'est-ce qu'on appelle les marchiré ochel nefesh? C'est-à-dire les travaux qui sont nécessaires, non pas pour préparer à manger, mais les travaux qui sont nécessaires pour franchir l'étape qui précède la préparation du repas. Un exemple, je dois prendre ma voiture pour aller faire mes achats. C'est permis. Je prends ma voiture, c'est en tant que marchir. C'est-à-dire que grâce au travail que je fais en prenant ma voiture, je vais pouvoir avoir ce qui est nécessaire pour préparer mon repas. Alors, le travail en soi du repas interdit, qui serait interdit, mais qui a été permis, c'est la cuisson. La cuisson de l'aliment. J'ai mon aliment à la maison, j'ai mon feu, j'ai le droit d'allumer pour cuire.
Et maintenant, si j'ai besoin de prendre ma voiture pour aller faire des achats, j'ai le droit. Je dois passer un coup de téléphone pour commander du poisson, j'ai le droit. C'est ce qu'on appelle marchir ochel nefesh, tout ce qui est nécessaire. Donc ce sont les préliminaires à la préparation du repas. Il y a certaines choses qui sont interdites, mais bon, on ne va pas maintenant rentrer dans les détails. Il faut savoir que non seulement les travaux nécessaires à la préparation du repas sont permis, mais tous les préliminaires à cette étape-là de la préparation du repas sont également permis. Un autre exemple, le frigidaire s'est cassé. Alors étant donné que le frigidaire est nécessaire pour la préparation du repas, bien entendu pour la préparation et pour la conservation des repas, alors j'aurai le droit de réparer mon réfrigérateur pendant Chol HaMoed. Alors, en ce qui concerne la réparation d'un réfrigérateur, ça devient un peu complexe parce que dans certains cas c'est permis et dans certains cas c'est interdit. Alors, si le réfrigérateur se casse pendant la fête, il vaut mieux appeler un rave et on aura une réponse beaucoup plus précise. Mais d'une manière générale, si j'arrive moi-même, c'est-à-dire le chef de famille ou la chef de famille, ça peut arriver, arrive et est capable de réparer le réfrigérateur, c'est permis de le réparer pendant Chol HaMoed, puisque c'est un moyen indispensable de pouvoir conserver son repas pendant la fête, pour la fête et pendant la fête. Maintenant, si on doit faire appel à un dépanneur et à un professionnel, alors là déjà, il faudra faire appel à un rave et lui demander la question. Voilà, donc on vient de voir qu'il est permis de faire tout ce qui est nécessaire, tous les travaux nécessaires pour la préparation du repas. Les préliminaires également sont également permis, tout ce qui est nécessaire pour avoir ce qui est nécessaire au repas. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle tipoul bagouf. Il est également permis pendant Chol HaMoed de faire tous les travaux nécessaires à la bonne marche du corps, à l'entretien du corps. On a le droit de se laver, on a le droit d'allumer l'eau chaude, d'allumer la chaudière pour chauffer de l'eau afin de pouvoir se laver. On a le droit de prendre des médicaments, on a le droit d'utiliser du savon, on a le droit d'utiliser de la pommade, on a le droit de se brosser les dents, on a le droit de se peigner, de se brosser, couper les cheveux, couper les ongles, on va voir tout de suite. On a le droit de couper le papier de toilette, même si pendant Shabbat c'est interdit de couper le papier de toilette, de le déchirer, mais pendant Chol HaMoed c'est permis. Donc tout ce qui est nécessaire à l'entretien de son corps, que ce soit l'hygiène ou bien les soins, tout est permis pendant Chol HaMoed. Ensuite, on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Donc, dans la majeure partie des cas, c'est interdit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Les Chachamim ont interdit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, de peur qu'une personne se dise, avant la fête, bon, j'ai beaucoup de choses à faire, on va se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Pendant Chol HaMoed, on est libre, on est moins occupé que pendant la semaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Yikanes lachag vehu menuval. On va rentrer dans la fête, on va arriver au Beth Knesset, et on va avoir les cheveux pas bien coiffés. On va avoir, pour ceux qui se rasent la barbe, d'habitude, la barbe mal rasée, et c'est pas un kavod pour la fête. Donc les Chachamim ont interdit de se couper les cheveux pendant la fête, pendant Chol HaMoed, pendant Yom Tov, c'est évident que c'est interdit. Mais même pendant Chol HaMoed, c'est interdit. Comme ça, les gens vont se dire, pendant Chol HaMoed, j'ai pas le droit, les Chachamim m'ont interdit. Donc, obligatoirement, les gens vont se couper les cheveux et vont se raser avant l'arrivée de la fête. Ainsi, on arrivera le soir de la fête, présentable et bien habillé, en l'honneur de Akadosh Baruch Hu et de ses mitzvot et de la fête. D'accord? Dans certains cas, il est permis de se couper les cheveux
pendant Chol HaMoed. Bon, c'est des cas qui sont peu fréquents, on ne va pas maintenant les rapporter. Alors, il est non seulement interdit de se couper les cheveux, mais les cheveux de la tête, mais tous les cheveux du corps, tous les poils du corps, on n'a pas le droit de les retirer pendant la fête. On parle pour l'instant des hommes. D'après certains poskim, les cheveux, les poils de la moustache, il est permis pendant Chol HaMoed, pendant Chol HaMoed, pas pendant Yom Tov, ni pendant Shabbat, pendant Chol HaMoed, d'après certains poskim, il est permis de couper les cheveux de sa moustache, si, bien entendu on ne se rase pas, et que les poils de la moustache nous gênent pour manger, pour bien manger. Donc d'après certains c'est permis, mais il vaut mieux éviter. Si on peut s'en passer, c'est préférable. Donc se préparer avant l'arrivée de la fête. L'interdiction de se couper les cheveux est également en vigueur pour les femmes. Mais, dans certains cas, pour les femmes, c'est également permis. Et la raison, le cas essentiel, le cas principal qui est mentionné dans la Gemara et dans les poskim, c'est si, par exemple, la femme qui se couvre la tête a des cheveux qui sortent de son foulard, qui sortent de sa perruque, et elle n'arrive pas à les camoufler. Alors, pour éviter que ces cheveux soient visibles, alors il est permis de couper ces cheveux qui ne veulent pas rentrer sous le foulard ou sous la perruque. Donc, dans ce cas-là, c'est permis. Sinon, d'une manière générale, même les femmes ont cette interdiction de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Alors, s'épiler les sourcils, les cils, c'est également interdit. Et tous les poils du corps, donc, sont touchés par cette interdiction. En ce qui concerne l'interdiction de se couper les ongles, pendant Chol HaMoed, alors il y a deux coutumes. Dans la plupart des communautés ashkénazes, on interdit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed. Et par contre, dans les communautés séfarades, c'est tout à fait permis, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Donc il est permis de se couper les ongles pour les Sfaradim pendant Chol HaMoed, pas pendant Yom Tov, attention. Pour les Sfaradim, c'est permis, mais pour les Ashkenazim, il est interdit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed. Il faut attendre, donc, le lendemain du dernier Yom Tov, de la fête, pour cette année, donc pour le Pessah 5775, il faudra attendre donc le lendemain du Shabbat, qui est donc la fin de Pessah. Ensuite, est-ce qu'on a le droit d'aller au travail? Est-ce qu'on a le droit d'aller au travail pendant Chol HaMoed? Alors, normalement, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qui est nécessaire pour son repas. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce qui est nécessaire pour l'entretien de son corps. Donc, apparemment, il est interdit d'aller au travail pendant Chol HaMoed. Donc, si on nous demande est-ce qu'il est permis de travailler pendant Chol HaMoed, il faut dire c'est interdit de travailler pendant Chol HaMoed, d'aller au travail. On ne travaille pas pendant Chol HaMoed, c'est comme le Shabbat et c'est comme le Yom Tov. Cependant, il y a une halakha. Pendant Chol HaMoed qui s'appelle Davar Ha'avet. Qu'est-ce que c'est que le Davar Ha'avet? On a vu qu'il y a des travaux permis pendant Chol HaMoed et des travaux interdits. Maintenant, dans les travaux interdits que l'on n'a pas encore mentionnés, certains travaux interdits sont permis en cas de perte. C'est-à-dire,
Encore une fois, je répète, il y a des travaux permis pendant Chol HaMoed et des travaux interdits. Les travaux permis, on en a vu une partie. Les travaux interdits, on va prendre un exemple. C'est interdit d'arroser son jardin pendant Chol HaMoed. C'est interdit d'écrire pendant Chol HaMoed. Oui, c'est interdit d'écrire pendant Chol HaMoed. Mais en cas de davar ha'aved, si on est dans une situation où l'on risque de perdre quelque chose, si on ne fait pas le travail en question, alors le travail devient permis. Le travail devient permis. Et ne nous étonnons pas. Comment se fait-il que c'est interdit et que si on perd, c'est permis? Pendant Shabbat, on sait très bien, c'est interdit, c'est interdit. Même en cas de perte, l'interdiction reste en vigueur. La raison est la suivante. On a dit au début du shiur, du cours, que les travaux interdits pendant Chol HaMoed ont essentiellement été cités et choisis par les Chachamim. Donc en fait, ce sont les Chachamim qui ont dressé la liste des travaux interdits. Mais ces mêmes Chachamim là, lorsqu'ils ont dressé et établi la liste des travaux interdits, ils ont également, au même moment où ils ont fait leur instauration, à ce même moment-là, il y a eu une petite note qui est apparue en dessous de leurs écrits. Et ils ont dit voilà, ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est permis. Mais, en cas de besoin, en cas de vrai besoin, ou en cas de perte d'argent, notre interdiction ne s'appliquera pas. Donc en fait, c'est pas uniquement parce qu'il y a une perte alors on permet. Non, c'est que depuis le début, lorsque les Chachamim ont instauré cette interdiction de travailler pendant Chol HaMoed, ou bien lorsqu'ils ont choisi les travaux interdits, il y avait un sous-titre. Il y avait le titre général, les travaux interdits. On a développé les travaux interdits. Et il y a eu un sous-paragraphe. Mais voilà les situations ou les cas dans lesquels certains travaux seront permis. L'une de ces exceptions, c'est davar ha'aved. Lorsqu'il y a une chose, si l'on ne fait pas, ça va entraîner donc une perte d'argent. Alors, on avait demandé la question, est-ce qu'il est permis de travailler pendant Chol HaMoed? On a dit non, c'est interdit de travailler pendant Chol HaMoed, ça n'est pas nécessaire au bon déroulement de la fête. Mais si en ne se présentant pas à son travail, on risque de perdre sa place, on risque d'être licencié, on risque d'avoir une réelle perte, alors là, il est permis d'aller au travail. De tout faire, allumer la lumière, etc., d'allumer son ordinateur, d'écrire, tout ce qui est nécessaire sera. Pourquoi ça sera permis? Parce qu'en ne le faisant pas, on risque de perdre quelque chose d'important, ça parnassa. Si, par exemple, il est possible de faire un arrêt de maladie, il faut le faire. Si, par exemple, on a des congés payés et qu'on peut choisir le jour, cette période de Chol HaMoed, en remplacement, par exemple, du mois de juillet, il faut le faire, ou même du mois d'août. On a l'obligation d'aller chez son patron et de lui dire, voilà, je voudrais quelques jours sur le compte de mes congés, je les voudrais ici, Chol HaMoed de Pessah, Chol HaMoed de Sukkot. Donc, un ouvrier ou un salarié, ou bien même s'il s'agit d'une profession libérale, qui est dans l'obligation de se rendre au travail, obligation, alors bien entendu, on est toujours obligé, mais il y a une obligation par la loi, il y a une obligation parce qu'on risque de subir une grande perte, alors là, dans ce cas-là, c'est permis.
Alors, bien entendu, il y a énormément de détails en ce qui concerne cette halakha, mais je pense qu'on a suffisamment dit clairement la règle pour qu'à partir de maintenant, on puisse se poser des questions et appeler un rave en cas de besoin. Si on a, par exemple, un commerce avec de la marchandise, alors, généralement, si on n'ouvre pas son magasin pendant Chol HaMoed, il n'y a pas de risque de perte. C'est vrai qu'il n'y aura pas de recette ce jour-ci, mais il n'y aura pas de perte. C'est un manque à gagner, ça n'est pas une perte. Donc, étant donné que ça n'est pas une perte, c'est interdit d'ouvrir son magasin, son commerce avec toutes sortes de marchandises. On a donné tout à l'heure un exemple, est-ce qu'il est permis d'arroser pendant Chol HaMoed? Il est interdit d'arroser son jardin pendant Chol HaMoed. Cependant, si, en n'arrosant pas, la plante va mourir, alors là c'est permis d'arroser. Encore une fois, c'est la même idée. Pendant Chol HaMoed, il est interdit d'arroser. Mais, si le fait de ne pas arroser va entraîner la mort de la plante, ou de la fleur par exemple, eh bien c'est Davara Aved, c'est permis d'arroser. Alors bien entendu dans une quantité bien limitée, mais l'idée est toujours là. Si on a un magasin, et que si par exemple on ne va pas vendre sa marchandise pendant Chol HaMoed, on va subir une perte. Alors on a dit tout à l'heure que si c'est un manque à gagner, c'est pas interdit. Mais si on ne vend pas pendant Chol HaMoed notre marchandise, alors Chol HaMoed va passer, et si par exemple la marchandise a coûté 1000 euros, et que si on la vend pendant Chol HaMoed, on ne la vend pas pendant Chol HaMoed, donc on a dit qu'on aura un manque à gagner. Mais en la vendant après Chol HaMoed, elle ne se vendra qu'à 600 euros. Alors, est-ce qu'il est permis de faire la transaction ou pas? Alors, la réponse est simple, tout dépend du prix de revient de la marchandise. Si, en vendant après Chol HaMoed, on va obtenir 600 euros, c'est vrai que pendant Chol HaMoed, on aurait pu obtenir 1000. Mais si, après Chol HaMoed, on obtiendra, en vendant cette marchandise, 600 euros, et que on ne perd rien par rapport au prix d'achat, c'est interdit de vendre pendant Chol HaMoed. Si par contre, pendant Chol HaMoed, on ne vend pas sa marchandise, et le prix de revient, le prix d'achat de la marchandise était 400 euros, et qu'en vendant après Chol HaMoed, on n'obtiendra plus que 200 euros, pour une raison ou une autre, alors là, il sera permis de vendre et de faire cette transaction commerciale pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que là, on a investi 400 euros. En vendant après Chol HaMoed et en ne vendant pas pendant Chol HaMoed, on va perdre 200 euros. On ne pourra récupérer qu'une partie de son investissement. Et là, ça n'est pas un bénéfice, ça n'est pas un gain, et ce n'est pas uniquement un manque à gagner, c'est une vraie perte. Alors dans ce cas-là, il sera permis de vendre pendant Chol HaMoed, d'ouvrir son commerce. Ça, c'est donc une idée générale. Bien entendu, là aussi, il y a d'autres détails à connaître. Mais je pense que cela suffit pour savoir si, dans certains cas, il y a une question, il y a lieu de poser une question ou pas à un raf. On a parlé donc de l'entretien du corps, on a parlé du fait de se couper les cheveux, les ongles, on a parlé du travail. Est-ce qu'on a le droit de laver son linge pendant Chol HaMoed? Alors, pendant Chol HaMoed, il est interdit de laver son linge. On n'a pas le droit de laver son linge. Assour lechabes bamoed. La fête a été donnée au Am Israël, et ça, il faut le rajouter à ce qu'on a dit au début du cours. Les fêtes ont été données au Am Israël pour s'adonner à l'étude de la Torah, pour se concentrer dans la fête et pas à d'autres choses. La fête de Pessah, elle a un but bien précis.
la fête de Sukkot également, la fête de Shavuot également. Alors, durant chaque fête, on se doit de réfléchir au sens profond de la fête et on arrête le travail pour pouvoir plus et mieux réfléchir. Pas uniquement pour manger et boire et dormir. Au contraire, on mange, on boit et on dort afin que notre corps soit au repos. Et lorsqu'il est au repos, c'est le meilleur moyen de pouvoir se concentrer davantage sur la Emouna, sur l'existence d'Akadosh Baruch Hu, sur le fait que lui-même a créé le monde, qu'il existe, qu'il surveille le monde et qu'il nous dirige. Mais si on ne mange pas pendant la fête, alors on va pas pouvoir réfléchir sereinement et correctement à ces grandes choses, à ces grands fondements. Donc, je reviens à ce que je disais. Les fêtes ont été essentiellement données au Am Israël. Lo nitnu Shabbatot veyamim tovim le Israël. Ela kede sheyasku bahem batorah. Le but essentiel, ce pourquoi on a donné des fêtes, Hachem nous a donné ces fêtes, c'est pour que l'on étudie la Torah. Qu'on étudie la Torah, que l'on s'adonne à des choses beaucoup plus spirituelles que celles qui nous préoccupent pendant la semaine. Alors bien entendu, il faut manger, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien boire. Mais c'est uniquement une partie de la journée, une partie de la nuit. Et le reste, éduquer ses enfants, profiter pour en discuter avec eux, en profiter pour plus réfléchir au sens de la vie, au vrai sens de la vie. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Mais on vit pour quoi? On vit pour faire les mitzvot et on vit pour réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi les Chachamim nous ont interdit de laver son linge pendant le Chol HaMoed. Ah, vous allez me dire que c'est pas fatigant. On rentre son linge, mais c'est une interdiction, il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'à l'époque, laver son linge, c'était très complexe, c'était très difficile. C'était toute une organisation. Aujourd'hui, on prend son linge, on le rentre dans la machine et c'est fini. L'interdiction n'a pas bougé et n'a pas changé. L'interdiction est toujours en vigueur. Il est strictement interdit de laver son linge pendant Chol HaMoed. Il y a quelques exceptions. Alors bien entendu, en sachant qu'il est interdit de laver son linge pendant Chol HaMoed, alors on sait très bien que quelques jours avant, on le sait, donc on va préparer tout son linge, toutes ses serviettes, tous ses draps, toutes ses couvertures, toutes ses têtes d'oreiller, tout ce dont on a besoin pendant la fête, on va le préparer avant l'arrivée de la fête. Comme ça, pendant la fête, on va être panouille, on va être libre pour étudier, bien manger, bien dormir et réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch. Alors, quelques exceptions. C'est rapporté dans la halacha, étant donné que, par exemple, les serviettes, ce sont des objets qui se salissent très fréquemment et très souvent, alors on a le droit de laver les serviettes pendant Chol HaMoed, à condition, bien entendu, qu'il ne nous en reste pas des propres. Alors là, il y a aussi une discussion, mais il vaut mieux éviter, si on a des serviettes propres, ne pas laver les serviettes sales. Les habits des enfants également, étant donné que eux salissent pas obligatoirement les petits bébés, les nourrissons, même les enfants en bas âge, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, jusqu'à cet âge-là, les enfants salissent, ne font pas très attention à leurs habits, ils se mettent par terre, ils ne font pas très attention lorsqu'ils mangent. Si il ne nous reste plus d'habits propres pour les enfants et les nourrissons, il est permis de les laver pendant Chol HaMoed. Donc, les habits des enfants, les serviettes, les draps également, puisque ça se salit. Mais bon, en général, dans chaque maison, il y a une ou deux paires de draps, donc on ne ressentira pas tellement le besoin pendant Chol HaMoed de laver ses draps. Voilà, donc je pense qu'on a mentionné
l'essentiel des points, je dis bien on a mentionné l'essentiel des points à connaître pendant Chol HaMoed, mais ce que l'on n'a pas mentionné, c'est les détails et tous les détails de ces points-là, compris dans chaque point-là. Alors, je pense que avec ce qu'on a dit, il faut savoir que, donc je répète et je rappelle ce que j'ai dit au début du cours, il faut savoir que le Chol HaMoed, ce sont des jours qui sont pas, c'est vrai, d'un côté ils sont Chol, mais d'un autre côté ils sont également Moed. C'est le Chol du Moed, ils ont une Kedusha. On a dit que pendant Chol HaMoed, dans la plupart des communautés du monde, on ne met pas les tefilines. Ça prouve la grande Kedusha de ces jours-là. On n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Il y a énormément de choses interdites pendant Chol HaMoed. Il y a également des choses permises, mais il faut étudier les halachot afin de savoir ce que l'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant Chol HaMoed. Voilà, Be'ezrat Hashem, j'espère bien que avant même l'arrivée de la fête de Pessah qui s'approche, Mashiach viendra, c'est marqué dans la Gemara, Benissan Nig'alu ou Benissan Atidin Leigael. Au mois de Nissan, on a été délivré d'Égypte, et Be'ezrat Hashem, au mois de Nissan, on méritera d'être délivré et on passera le Seder avec Mashiach à la tête de notre table.